السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. صافي كتسمعوني مزيان؟ Oui, monsieur. Oui. Bien. Donc, on reprend notre cours de statistiques descriptives. Donc, je m'excuse pour m'avoir été absenté pendant 3 semaines, 3 séances ou 2 séances, je ne me rappelle plus, j'étais un peu malade. Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer les indicateurs statistiques. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Oui, monsieur. Bien, parfait. Oui, monsieur. Parfait. Donc, avant de continuer, donc rappelons un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes en train d'étudier la statistique descriptive, une branche de la statistique. Donc, la statistique, en général, c'est la science qui s'intéresse à extraire, à analyser des données qui contiennent de l'information. Pourquoi faire? Pour justement extraire cette information et l'utiliser dans des prises de décision. La statistique descriptive, quant à elle, son objectif est simplement de décrire des données. إحصاء الوصفي, donc son rôle, son objectif final est de décrire des données à travers des graphiques et à travers des indicateurs numériques ou bien des indicateurs statistiques. Donc nous avons terminé déjà tout ce qui est représentation graphique et aujourd'hui on va aborder la 3e section du 2e chapitre intitulé indicateurs statistiques. Et nous allons voir certaines mesures. On va commencer à faire des calculs. Nous allons voir des mesures de ce qu'on appelle de position. Nous allons également voir des mesures de dispersion, des mesures de forme et éventuellement des mesures de concentration. Donc, bien sûr, vous avez compris que puisqu'on va faire des calculs, donc en fait, on ne peut pas faire des calculs lorsqu'il s'agit de variables qualitatives. Donc, dorénavant, on ne va travailler que sur des variables quantitatives. C'est bon? Parce qu'on va faire des calculs et on ne peut pas faire de calculs sur des variables qui sont qualitatives. Donc, c'est l'objet de cette première remarque. Dans cette section et au-delà, donc seules seront considérées les variables quantitatives. Étant donné que les variables qualitatives ne se prêtent pas aux calculs mathématiques qui seront présentés. Ça, c'était l'objet de cette première remarque. Et donc, on ne va travailler que sur des variables quantitatives, continues ou bien discrètes. Quel est l'objectif de ces indicateurs statistiques? Donc, lorsqu'on a à notre disposition une distribution statistique des effectifs ou bien des fréquences que nous avons représentées à l'aide d'un diagramme en bâton lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, ou bien à l'aide d'un histogramme lorsqu'il s'agit d'une variable quantitative continue. Donc en fait, nous avons représenté l'allure générale de cette distribution statistique. Donc on a un peu une vision graphique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est au-delà de cette représentation graphique, on doit, dans un premier temps, essayer de trouver le centre de chacune de ces distributions. Où se trouve le centre? Donc, donc, on va par exemple ici, vous regardez, donc j'ai mis envers le centre, donc le centre de la distribution se situe à peu près à ce niveau. Le markaz pareil pour cette distribution. Si vous cherchez son centre, il se trouve à ce niveau. Une fois que nous avons mesuré le centre, on doit mesurer la dispersion. Dans un deuxième temps, on mesure la dispersion des données autour du centre, par exemple. Donc, regardez ici, j'ai ajouté dispersion, comment les données se répartissent autour du centre. Ou bien comment les données sont réparties autour de cette valeur centrale. On appelle ça la dispersion ou bien tashattut بالعربية. Troisième étape, c'est on va s'intéresser à la forme de la distribution.
Regardez, j'ai rajouté une courbe en rouge. Lorsqu'on joint les sommets des bâtons, on obtient ce qu'on appelle un polygone des effectifs ou bien un polygone des fréquences. Donc, il suffit quand on joint les sommets des bâtons ou bien quand on joint les sommets des rectangles, les points centraux des rectangles d'un histogramme. Donc, on obtient cette courbe en rouge. On appelle ceci un polygone. Et quel est le rôle du polygone? Il nous donne un peu la forme de cette la forme de la distribution. Est-ce qu'elle est symétrique? Est-ce qu'elle est asymétrique? Est-ce qu'elle est étalée à droite? Est-ce qu'elle est étalée à gauche, etc. Donc le troisième point, ce sera de mesurer cette forme à l'aide de ce qu'on appelle les mesures d'asymétrie et les mesures d'aplatissement. Et cette année, j'ai ajouté un troisième point, ce sont les mesures de concentration. On verra ce que c'est lorsqu'on y arrivera. C'est bon? Est-ce que c'est un peu clair pour l'objectif, ce qu'on va faire dans cette section? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Donc, on va commencer dans un premier temps par ce qu'on appelle des mesures de position. Donc, la première sous-section, ce sont des mesures de position. On va mesurer, ou bien on va chercher à caractériser certaines positions. Et on distingue deux sortes de positions. Donc ici, je vous ai mis mesure de tendance centrale ou bien mesure de centre. Dans un premier temps, on va chercher le centre de la distribution. Mais il y a aussi d'autres mesures de position, ce qu'on appelle les positions relatives ou bien les quantiles. Donc on verra en détail tous ces éléments. Donc qu'est-ce qu'une mesure de position? Vous avez ici une petite définition. Une mesure de position est un indicateur, mu'ashir, c'est un indicateur d'une position particulière dans une distribution statistique. On va s'intéresser à la valeur qui se trouve à telle position. Quelle est la valeur qui se trouve au centre? Quelle est la valeur qui se trouve sur l'extrémité, par exemple? Donc, cette position particulière, cette position particulière peut être le centre. Donc, quand on dit le centre, ça veut dire que les données sont réparties autour de cette valeur centrale. Donc, on appelle ceci des mesures de tendance centrale. Ou bien, c'est peut-être une autre position que le centre. Une autre position autre que le centre, et on appelle ceci des positions relatives. وضعية نسبية. On verra ceci en détail. Donc, schématiquement, quand on parle de mesures de position, ou bien les positions centrales, donc regardez, je prends les modalités et je les classe sur un axe. Donc ici, j'ai bien mis une flèche pour dire qu'il y a un ordre. On a simplement placé les modalités XI. Et donc, on s'intéresse au centre. Qu'est-ce qui se trouve au centre? On appelle ceci les positions centrales. Et pour trouver les valeurs centrales, on a trois façons de les mesurer. Ce qu'on appelle le mode, donc noté MO, la médiane, notée ME, et la moyenne arithmétique que vous connaissez déjà, notée X bar. C'est bon? Ça, c'est lorsqu'il s'agit de trouver la position centrale. Quelle est la valeur qui se trouve dans le centre ou bien au centre de la distribution? Il y a aussi ce qu'on appelle les positions relatives, et pour les mesurer, on a besoin des quantiles. Qu'est-ce qu'un quantile? Donc, on verra par la suite. Ici, en fait, on ne s'intéresse plus nécessairement au centre, on est à gauche de la distribution, et on a ici une valeur notée, par exemple, Q alpha. Et qu'est-ce qu'elle signifie? C'est que j'ai une proportion alpha d'observations qui sont inférieures à cette valeur, et le reste, ça veut dire une proportion 1 moins alpha qui se trouve à droite de cette valeur. On appelle ceci des quantiles, et on verra ça en détail. Commençons donc aujourd'hui par étudier le mode. Donc, le mode d'une distribution statistique que l'on note MO, donc c'est la modalité du caractère la plus fréquemment rencontrée. Et là, j'ai rajouté un terme et je l'ai souligné localement. Donc, pourquoi?
Donc, je reprends, je lis cette définition une deuxième fois. Donc, le mode d'une distribution statistique, on le note MO juste parce qu'on a gardé la première lettre M comme mode et on a ajouté un indice O pour ne pas le confondre avec la médiane. Donc, c'est la modalité du caractère la plus fréquemment rencontrée, celle que l'on rencontre le plus fréquemment, celle qui est la plus nombreuse. هذيك اللي كنتلاقاوها بزاف ديال المرات. Et j'ai ajouté localement, on va revenir sur ce terme localement, pourquoi? En fait, le mode, c'est un peu l'équivalent du maximum d'une fonction en analyse mathématique. En analyse mathématique, lorsque vous étudiez des fonctions, donc voici la représentation graphique d'une fonction f, et là c'est une fonction qui a deux valeurs maximales. Vous voyez bien que là c'est une fonction qui a deux valeurs maximales. Donc vous avez au niveau du point A et au niveau du point B. Maintenant, on distingue ici, regardez, j'ai noté la notion de maximum local et maximum global. Le point B, c'est une valeur maximale, mais elle n'est maximale que localement. On appelle ceci un maximum local. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est le maximum au voisinage du point x2, que dans cette région. Mais si on s'intéresse à toute la fonction dans son ensemble, le point B n'est pas un maximum. En tout cas, ce n'est pas un maximum global. Donc, regardez maintenant le point A. Le point A, localement, dans son voisinage, au voisinage du point x1, c'est un maximum. Donc, on dit qu'il s'agit d'un maximum local. Mais c'est aussi un maximum pour toute la fonction, de manière globale. Donc là, on distingue deux sortes de maxima. Donc, le pluriel de maximum, c'est maxima. Donc, il peut s'agir d'un maximum local et il peut s'agir d'un maximum global. Une fonction peut avoir plusieurs maxima locaux, mais un seul maximum global. Est-ce que vous voyez la différence maintenant entre maximum local et maximum global? Oui. Donc, Oui, monsieur. lorsqu'on parle de local, ça veut dire qu'on s'intéresse à une zone, à une petite région. Donc là, si je m'intéresse qu'au voisinage de x2, j'ai le maximum local B. Si je m'intéresse qu'au voisinage de x1, j'ai le maximum local A. Mais si je m'intéresse à toute la fonction, j'ai un seul maximum, c'est le point A, et c'est un maximum global, parce que je m'intéresse à toute la fonction. Donc, maintenant, j'ai ajouté dans la définition du mode le terme localement et je l'ai souligné. En fait, je l'ai ajouté parce que malheureusement, dans certains livres, ils ne font pas allusion à cette précision. Pourquoi? Parce que regardez dans cette remarque, une distribution statistique peut avoir un ou bien deux ou bien plusieurs modes. Donc, si maintenant je m'intéresse qu'au maximum au sens global du terme, regardez, lorsqu'on dit maximum global, je n'ai qu'un seul. Mais lorsque je m'intéresse aux maxima locaux, j'ai plusieurs. Donc, c'est la définition locale qui me permet de trouver plusieurs valeurs maximales, ou bien plusieurs valeurs modales. Donc là, c'est la raison pour laquelle je l'ai souligné et on va voir dans la pratique comment on fait. Donc, lorsqu'une distribution a une seule valeur modale, alors on parle de distribution unimodale, un seul mode. Lorsqu'une distribution a deux valeurs modales, on parle de distribution bimodale. Bi, ça veut dire deux modes. Et lorsque la distribution a plusieurs modes, on parle de distribution multimodale. Donc, ce sont juste des définitions et on va comprendre leur fonctionnement par la suite. Maintenant, quelle est la règle? Donc, comment déterminer la valeur modale? Donc, on va commencer dans le cas d'une variable discrète. Donc, ici, on a le mode d'une variable discrète et on va le faire dans un premier temps à partir d'un diagramme en bâton.
Rappelez-vous la définition. La définition, donc le mode, c'est la modalité du caractère la plus fréquemment rencontrée. Statistiquement, qu'est-ce que cela signifie? C'est la modalité qui a la fréquence la plus élevée, ou bien qui a l'effectif le plus élevé. Je vous ai dit que finalement, effectif et fréquence, c'est pratiquement la même chose. Un détail près. Donc maintenant, quand on veut chercher la valeur modale à partir d'une représentation graphique ou bien des effectifs ou bien Modalité 50. des fréquences, voilà. Ce qu'on va faire, donc en général, on ne va pas regarder le graphique de manière globale. On ne va pas regarder le graphique de manière globale. Pourquoi? Parce que sinon, on va rater les maxima locaux. Donc commençons par la modalité 10. Donc, on procède de cette manière. Regardons la modalité 10. Donc ici, on peut travailler, comme je vous ai dit, ou bien sur les effectifs, ou bien sur les fréquences. On aura toujours le même résultat, pour la simple raison que effectif et fréquence, c'est pratiquement la même chose. Est-ce qu'on peut dire que la modalité 10, c'est le mode de cette distribution? Non, monsieur. Non. Non, monsieur. En fait, ce qu'on va faire, on va comparer son effectif ou bien sa fréquence avec l'effectif des voisins, de ses voisins les plus proches. Quel est le voisin le plus proche de 10? 20. C'est 20, donc il n'a qu'un seul voisin. Donc ici, l'effectif de 10, c'est 15. L'effectif de 20, c'est 17. Est-ce qu'on peut dire que 10 est une valeur modale? Non, parce que son effectif est inférieur à l'effectif de son voisin. C'est bon? Donc 10 est éliminé. 10 ne peut être considéré comme valeur modale parce que son effectif est inférieur aux effectifs des voisins. On passe alors au deuxième, la modalité 20. Donc, quel est l'effectif de la modalité 20? 17. C'est 17. Et on va comparer son effectif avec l'effectif des voisins. Les voisins de 20, c'est 10 et 30. Donc l'effectif 17, il est certes supérieur à 15, l'effectif de 10, mais il est égal à l'effectif de son voisin 30, 17 également. Donc, on ne peut pas dire que 20, c'est un mode, parce qu'il n'a pas un effectif supérieur à celui des voisins, des deux voisins respectifs. Donc 20, ce n'est pas une valeur modale. On passe à la valeur 30. Est-ce que 30 est une valeur modale? Non. Non, déjà parce que son effectif 17 est inférieur à l'effectif 18 de la modalité 40. Donc, puisqu'il est inférieur, il a un effectif inférieur à son voisin, donc on l'élimine, ce n'est pas une valeur modale. Et on continue. 40, est-ce que 40 est une valeur modale? Est-ce que c'est un mode? Non. Non, Non, monsieur. non, on voit bien que son effectif est inférieur à l'effectif de 50, donc on l'élimine. Il ne reste plus que 50. Donc, est-ce que 50 est une valeur modale? Oui. C'est une valeur modale parce que localement, donc regardez ce que nous avons fait, ce sont des comparaisons locales. On compare 10 avec ses voisins. On compare 20, plutôt l'effectif de 20 avec les effectifs des voisins, etc. Jusque-là, nous sommes arrivés à 50. L'effectif de 50, c'est 23. Et il est supérieur à son voisin qui est de 18. C'est bon? Donc là, en fait, finalement, on vient de trouver la valeur modale de cette distribution. Donc là, je vous rappelle que nous sommes en train de travailler sur le besoin mensuel des étudiants en volume de données. Donc la valeur modale, c'est 50. Et quelle est l'interprétation de ce résultat? C'est que le besoin mensuel des étudiants en volume de données le plus fréquent, c'est MO le mode, égal à 50 gigas. Ça, c'est la valeur modale. C'est la modalité que l'on rencontre le plus. C'est bon pour cette première approche? Oui. Oui, monsieur. Donc, Oui. quelle est la règle? Donc, je vous ai mis ici la règle, c'est la modalité. Donc, lorsqu'il s'agit de trouver le mode d'une variable discrète
à partir d'un diagramme en bâton, comme ici. Donc, en fait, on va simplement chercher le bâton le plus élevé, mais toujours localement. Et quand on dit localement, on doit comparer chaque bâton avec les bâtons voisins, etc., jusqu'à retrouver la valeur modale. De cette manière, si dans cette distribution, il y avait deux valeurs modales, on les aurait trouvées localement. C'est bon? Monsieur, Ça, une question. allez-y. Oui. Si nous avions deux modalités qui ont le même effectif ou la fréquence la plus élevée, est-ce qu'on va dire qu'on a deux modes? Dans ce cas-là, oui, on peut dire en fait ce sont deux valeurs modales qui sont... En fait, ça, c'est un cas très particulier. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais Oui, monsieur. dans ce cas-là, en fait, il suffit d'appliquer la règle. Donc là, regardez, on a dit, le mode par définition, c'est la modalité qui a la fréquence la plus élevée localement. Donc, il peut se trouver, par exemple, supposons que je n'ai pas les 40 et 50. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 20 et 30. 20 a un effectif de 17, 30 a un effectif de 17. Dans ce cas-là, j'aurai deux valeurs modales, 20 et 30, parce que ce sont les valeurs modales qui ont les effectifs les plus élevés localement. On n'a plus le choix. Ça fait? Oui, monsieur, merci. De rien. Bien, donc la règle, vous l'avez compris, c'est que maintenant, ce qu'on doit faire, lorsqu'on a un graphique, une représentation graphique, c'est peut-être la manière la plus simple de trouver le mode, c'est de comparer donc, la longueur de chaque bâton et prendre le bâton qui a la longueur la plus élevée localement. Je l'ai mis en rouge ici. C'est la modalité 50, celle qui a l'effectif le plus élevé localement. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? Maintenant, comment faire à partir d'un tableau statistique? Donc là, on vient de voir comment trouver le mode à partir d'une représentation graphique. On peut aussi le faire à partir d'un tableau statistique, c'est exactement la même chose, puisque finalement, le diagramme en bâton, c'est juste la représentation graphique d'un tableau statistique. Donc, quelle est la règle? Donc, je vous ai mis ici règle. Le mode, c'est la modalité correspondant à l'effectif ou à la fréquence maximale localement. Je vous ai mis ici. Donc, le mode, c'est la modalité correspondant à ou bien ayant l'effectif ou bien la fréquence maximale localement. On va procéder de la même manière que précédemment. Donc là, si je reprends maintenant le tableau statistique, est-ce qu'on peut dire que la modalité 10 est une valeur modale? Oui, monsieur. En fait, il suffit de comparer son effectif ou sa fréquence avec l'effectif de son voisin. 10 n'a qu'un seul voisin, c'est le 20. Vous voyez bien que 15 est inférieur à 17. Donc l'effectif 15 est inférieur à 17. Ou bien d'une autre manière, la fréquence 0,16 est inférieure à la fréquence 0,19. On ne peut pas donc dire que 10 est une valeur modale. Et on passe à la suite. Donc 20, est-ce que 20 est une valeur modale? On doit comparer son effectif ou bien sa fréquence avec les fréquences et les effectifs voisins. On compare 17 à 17 et à 15. Donc 17 est supérieur à 15, mais il n'est pas supérieur à 17. On ne peut pas dire que 20 est une valeur modale. Et ainsi de suite. 30. L'effectif de 30, c'est 17. 17 est égal à 17, mais est inférieur à 18. Donc 30 n'est pas une valeur modale parce que son effectif n'est pas maximal localement. On passe à 40. 40 est supérieur à 17, mais donc l'effectif de 40 c'est 18. 18 est supérieur à 17, mais inférieur à 23. Ce n'est pas une valeur modale. On arrive à la valeur 50. Son effectif c'est 23 et 23 c'est supérieur à son seul voisin, 18. Donc conclusion, le mode de cette distribution, c'est la modalité 50. J'imagine que jusque-là, il n'y a rien de compliqué. En tout cas, lorsqu'il s'agit de variables discrètes, la détermination du mode ne pose aucun problème. Est-ce que vous avez
des difficultés jusqu'à ce niveau. C'est bon? Oui. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, ça va se compliquer légèrement, mais ne vous inquiétez pas, donc le calcul est très simple. Donc, lorsqu'il s'agit maintenant de trouver le mode d'une variable continue, vous savez bien que lorsqu'il s'agit d'une variable continue, les effectifs et les fréquences sont représentés à l'aide d'un histogramme. Donc, comment faire maintenant? Comment trouver la valeur modale d'une variable continue à partir d'un histogramme? Et on verra aussi comment le faire à partir d'un tableau statistique. Donc là, je vous ai écrit une règle. Donc, on doit procéder de deux manières, ou bien en deux étapes. La première étape, il faut d'abord trouver, il faut identifier la classe modale. Il s'agit d'une variable continue. Une variable continue se présente sous forme de classe. Il faut trouver d'abord la classe modale. Notez xi moins, xi plus. En fait, ici moins, c'est pour dire la borne inférieure. Xi plus, c'est pour dire la borne supérieure. Donc, il faut dans un premier temps trouver la classe modale. Mais quelle est cette classe modale? À partir d'un histogramme, c'est celle qui a le rectangle le plus élevé localement. Donc, regardez, c'est toujours la même définition. Donc là, lorsqu'il s'agissait d'une variable discrète, on cherchait le bâton le plus élevé localement. Lorsqu'il s'agit d'une variable continue comme ici, on va chercher le rectangle le plus élevé localement. Et une fois qu'on a trouvé la classe modale, on passe à la détermination de la valeur modale graphiquement. Comment faire? C'est très simple. Prenons l'exemple sur lequel nous avons travaillé. Donc, le besoin mensuel des étudiants en durée d'appel. On a déjà représenté graphiquement les effectifs ou bien les fréquences, bien les deux, de cette variable statistique. Rappelez-vous, donc, pour tracer un histogramme, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a d'abord calculé les HI. Donc, HI, c'est la hauteur des rectangles, ou bien ce que nous avons appelé densité. C'est le rapport entre l'effectif. LI sur AI. Voilà, c'est le rapport entre les effectifs NI et les amplitudes AI lorsqu'on veut représenter graphiquement les effectifs. Et c'est le rapport entre les fréquences FI et les amplitudes AI lorsqu'on veut représenter graphiquement les fréquences. Et dans tous les cas, on aura le même résultat, la même représentation graphique. Il n'y a que l'axe vertical qui va changer. Donc, regardez selon la règle. Première étape, la classe modale que je vais noter ici, xi moins, xi plus, c'est celle qui a le rectangle le plus élevé localement. On va toujours procéder de manière locale. Est-ce qu'on peut dire que le premier rectangle est le plus élevé localement? Non. On voit bien parce que si on le compare avec son voisin, ben, il n'est pas plus élevé que son voisin. Donc le premier rectangle est à éliminer. On passe au deuxième rectangle. Est-ce qu'il est le plus élevé localement? Il est certes plus élevé que son voisin de gauche, mais il est inférieur à son voisin de droite. Donc ce rectangle est à éliminer. On passe au troisième rectangle. Le troisième rectangle, c'est le plus élevé localement. Pourquoi? Parce qu'il est en même temps plus élevé que son voisin de gauche et en même temps plus élevé que son voisin de droite. Donc localement, dans cette région, on a un rectangle plus élevé